dans Cinéma Mon Amour, l'émission de presque tous les jeudis, presque tous les jeudis, nous sommes sur Radioactive, nous sommes le jeudi 15 novembre et c'est la 81e. Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une heure de cinéma avec des news, ou pas, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe, avec le tout dans la bonne humeur et la joie, évidemment. Bonsoir les amis. Bonsoir. Donc, comme vous avez pu le constater, notre ami Luc n'est pas là ce soir, donc je vais faire office de chef d'orchestre, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez les... Oui. Allez. Bon. Alors avec nous ce soir, nous avons Maxime. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Voilà, Tu te sens pas trop en minorité ce soir ? Non, un peu triste parce que ça va peut-être être ma dernière émission avant un gros mois, donc voilà, je vais essayer d'en profiter à fond, voilà, pour parler de belles choses. Très bien. Bonsoir Julia. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Est-ce que tu te sens en position de force ce soir dans le studio ? Mais pas que ce soir. J'adore cet état d'esprit. On va commencer assez rapidement avec... Est-ce que vous auriez des news, s'il vous plaît ? Oh, peut-être un petit bilan du filmé. Ah, c'est très intéressant. Enfin, même si le filmé n'est pas terminé, puisqu'il reste 2 dates. Il reste demain soir à 20h30 à la Villa Noailles et un autre ciné-concert, les 2 ciné-concerts justement de la Ruée vers l'Or, voilà, à l'Opéra. D'accord. Et est-ce que Julia, par exemple, tu as fait quelques dates au filmé ? Ouais, on a fait 2 dates. On a fait la semaine dernière l'atelier cinéphonique, je crois. Et ce mardi, on est allé voir Tchang Liberté. Oui. C'était très bien, on peut que vous conseiller d'y aller. Il y a de très belles propositions de cinéma et de musique, c'est très très beau. Et apparemment demain à la Villa Noailles, ça promet aussi. Ah mais c'est vrai que les soirées en général à la Villa Noailles sont toujours très réussies parce que le cadre aussi est assez magnifique. Je sais pas Julia si tu en avais déjà fait une des soirées là. Non, je suis jamais allée. Tu vas y aller demain ? Non, je peux pas. Ah, c'est dommage parce que je pense que le cadre est vraiment magnifique. On est sur les hauteurs de hier. Maxime, tu as déjà fait une soirée à la Villa Noailles ? Non. Jamais ? Non, et je pense pas que malheureusement ce sera peut-être pas cette année que je pourrais y aller, mais l'année prochaine, ouais, pourquoi pas. D'accord. Et la dernière soirée du filmé, ça se déroule quand, s'il vous plaît ? C'est pas une soirée, ça sera une après-midi. S'il te plaît, Julia. Ah bah l'après-midi, je suis pas au courant. Alors ah bah non, c'est dimanche, oui, dimanche à 14h30 à l'Opéra de Toulon. Ce sera la Ruée vers l'Or, comme samedi soir d'ailleurs. N'hésitez pas à prendre vos places rapidement, je pense que ça a beaucoup de succès. Voilà, donc c'est vrai que quand Laurence et Luc nous ont fait cette magnifique interview il y a 15 jours, on n'avait pas trop mis l'accent sur cette dernière soirée, parce que c'est vrai que la soirée au théâtre, c'est vraiment la soirée qui se termine en apothéose. C'est une soirée de Chaplin, me semble-t-il. Ouais, la Ruée vers l'Or de Chaplin. La Ruée vers l'Or de Chaplin, et c'est vrai qu'en général, la salle... Vous me dites si je me trompe, elle est remplie d'enfants. Et pour l'avoir fait déjà à de nombreuses reprises cette dernière soirée, c'est quand même une soirée assez magique avec le cri des enfants, le rire des enfants et cette émotion qui monte. C'est vraiment une très très belle soirée, donc, ou une belle après-midi. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont doublé les séances. Donc c'est vrai que voilà. Sinon, vos impressions sur le filmé, vous avez découvert des choses. Les musiques qui ont accompagné les films, elles vous ont plu ? Oui. D'abord, c'est clair, c'est net, bien Maxime. Julia ? Oui, pareil aussi. C'était très intéressant. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, on va passer à la suite. Et Julia, tu as le micro. Alors ce soir, tu vas nous faire une chronique par transmission. Oui. Exactement. Alors, explique-nous ça, s'il te plaît. Je vais parler du film High Life de Claire Denis, mais en fait, je vais vous lire un texte que Jade a écrit. Du coup, je n'ai pas vu le film, mais Jade l'a vu. Elle nous a envoyé un petit mot avec ses impressions. Voilà. C'est sympa. Eh ben, écoute, nous t'écoutons.
Alors, I Love de Claire Denis. Avant de parler de ce film, j'ai un réel respect et admiration pour Claire Denis. Elle a été l'assistante de réalisation de nombreux metteurs en scène connus, comme Robert Enrico, Wim Wenders et encore Jim Jarmusch. J'ai découvert cette réalisatrice avec son film Beau Travail, sorti en 2000, et notamment aussi Trouble Every Day de 2001. Ce que je retiens de sa filmographie, c'est que nous retrouvons toujours une délicatesse et une beauté, alors que ces films peuvent parfois porter sur des sujets graves, comme la colonisation ou le cannibalisme. C'est ce que j'ai retrouvé aussi avec son dernier film High Life, sorti le 7 novembre dernier. Pour résumer ce film en 2 phrases et pour pas en dire trop, afin de vous laisser une certaine curiosité, il s'agit d'un groupe de criminels dont certains sont condamnés à mort, qui acceptent de commuer leur peine et de devenir les cobayes pour une mission spatiale en dehors du système solaire. On retrouve également à bord de ce vaisseau une ancienne infirmière qui est interprétée par Juliette Binoche. Alors avant de donner mon avis, je tiens à préciser que je ne considère pas ce film comme un film de science-fiction et que c'est une erreur de le qualifier ainsi, mais il s'agit d'un film sur la vie carcérale. Malgré le contexte futuriste, on ne retrouve pas les codes de la science-fiction et je pense que beaucoup de personnes seront déçues par ce film s'ils pensent retrouver ce genre. Et c'est peut-être aussi une raison pour laquelle j'ai aimé ce film, car la science-fiction n'est pas vraiment mon genre. Pour en revenir à mon ressenti, j'ai vécu ce film pleinement. J'ai été transportée, touchée et affectée par ce qui était à l'écran, mais aussi par les monologues du personnage principal, joué magnifiquement bien par Robert Pattinson. Ce film a une force qui m'a traversée. Malgré quelques maladresses, mais je n'irai pas jusqu'à dire défaut, il arrive à nous faire poser plein de questions sur l'humanité. Jusqu'où sommes-nous capables d'aller en tant qu'êtres humains ? Pourquoi voulons-nous sacrifier des vies ? Pourquoi voulons-nous toujours coloniser des terrains qui ne nous appartiennent pas ? Ce film met à nu ce dont sont capables les êtres humains pour la science ou pour combattre la solitude. On se met à la place de ces personnages enfermés dans ce vaisseau et la solitude de chacun d'eux. La question de la reproduction humaine est également centrale dans ce film. Jusqu'où pouvons-nous aller pour donner la vie ou pour la reproduire alors qu'il n'y a rien autour de nous ? Juliette Binoche est représentée comme une donneuse de vie malgré la mort de nombreux corps autour d'elle. Claire Denis arrive parfaitement à retourner le spectateur face à ces questions. La violence de ce film justifie la tendresse que l'on retrouve à la fin. Le montage discontinu nous fait perdre l'équilibre et il n'y a pas un sentiment linéaire pour les personnages, mais au contraire les émotions pour chacun d'eux qui changent au fur et à mesure du film. Alors j'aime ce film car il n'est pas insensible, car il pose des questions sur l'humanité. Il ne fait pas que raconter quelque chose, mais nous fait vivre des émotions fortes. L'esthétique est travaillée et la musique l'est tout autant plus. Juste pour info, la musique de générique du film Willow est interprétée par Robert Pattinson lui-même. Alors voici ce que j'ai pensé du film et je le conseille même si au final vous allez peut-être le détester. Alors Julien, toi qui viens de lire les paroles de Jade, est-ce que le film, je suis sûre que ça t'a donné envie d'aller le voir ? Oui, en fait j'avais pas très envie et puis bon bah là ça m'a donné envie. Voilà. Ça a l'air très très intriguant quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des pour et des contre avec ce film-là et je suis curieuse d'aller le voir. L'énergie à côté de toi, Ah oui, ça n'a pas arrêté. J'essaie de pas trop tourner la tête, mais je sentais Maxime qui était sur des ressorts. Maxime, dis-nous ton ressenti. Sortir la défonceuse, c'est bon. Non. Le problème du film, c'est déjà, je suis désolé. À partir du moment, c'est pas un film de science-fiction peut-être classique, style Interstellar, mais c'est vrai que Claire Denis, et c'est mon impression que j'ai eue, s'inspire énormément notamment du travail de Tarkovsky, notamment sur un Solaris. Et c'est vrai c'est pas de la science-fiction, on va dire de la science-fiction dans le sens une grande aventure spatiale, mais c'est de la science-fiction dans le sens où on est dans un monde futuriste et justement à travers le prisme de cette époque-là, on arrive à sonder les bas-fonds, je dirais, et même les instincts de l'homme. Après, le problème du film, c'est que pour moi, il y a 50% d'idées brillantes, 50% d'idées totalement merdiques. Les 50% d'idées brillantes, je l'ai retrouvé dans la mise en scène qui est totalement hypnotique de Claire Denis. Je rejoins Jade là-dessus. Robert Pattinson est exceptionnel dedans. Voilà, il y a 2-3 idées aussi de scénario qui sont 2-3 idées qui sont sympas, mais c'est tout. Après, le problème des 50 autres %, c'est que déjà, le scénario est parfois abscon, notamment sur certains passages où Claire Denis aurait pu développer un peu plus. Je pense notamment sur la mission et pourquoi justement cette mission et on fait subir cette chose-là
aux prisonniers. Et surtout, un truc qui m'a énormément dérangé, c'est que Claire Denis emprunte beaucoup à divers réalisateurs. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais je vais prendre un exemple en particulier, c'est Gaspard Noé. Claire Denis reprend la narration éclatée de Love, sauf que dans Love, ce qui était intéressant, c'est que Gaspard Noé, en fait, mettait superposait 3 lignes de temporalité, c'est-à-dire une ligne où justement le personnage était dans un présent et se souvenait, et 2 lignes où justement il se remémorait ses souvenirs. Et le problème, c'est que le fait que justement cette ligne-là soit un peu tiraillée entre présent, futur, et qui reste pas sur une unité de temps assez, assez courte, fait que en fait j'ai eu l'impression que Claire Denis se perdait dans sa narration, et qu'il y a des moments où elle aurait dû mettre du suspense, elle l'a pas mis, et pour moi il y a je pense un gros problème de montage et de narration sur ce film. Voilà. D'accord. Après, j'encourage les gens à aller le voir. Alors, je ne vais pas revenir sur les points positifs ou négatifs que Jade ou Maxime viennent d'énoncer, parce qu'il y a du pour et du contre dans les deux, et il y a un petit peu de ce que je pense dans les deux. Moi, j'ai un gros point négatif dans ce film. C'est évidemment Juliette Binoche. Alors, je sais que Maxime, je suis désolée, mais j'ai vraiment l'impression par moments, et tu me l'as expliqué, c'est qu'à première vue, on lui a donné les scènes 30 secondes avant de tourner, donc c'est vrai qu'elle n'avait pas trop le temps de se mettre dans la situation, ni dans l'atmosphère, tout ça, mais elle joue comme une savate. C'est le cas de le dire. Non, mais c'est le cas de le dire. Elle joue comme une savate et ça passe pas. Et je trouve que c'est ce qui manque dans ce film, c'est que la prestation de Robert Pattinson est magistrale, avec cette voix off qui nous accompagne tout le long du film. Pourtant, je l'aime pas, le vampire qui scintille, hein. Mais vraiment, oui, parce que pour rappel, il a joué dans Twilight, hein, quand même. Ah oui. Voilà. Enfin, le film préféré de Jade, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle est devenue son homme idéal, en fait. Voilà. Mais, d'ailleurs, non, il est magistral, donc je tiens vraiment à le dire. Mais j'ai un problème avec, à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, ça sonnait faux, ça sonnait creux. C'est surtout un dernier point que j'ai pas évoqué, c'est les dialogues qui sont vraiment nanardesques au possible. Et la bande-annonce ne montre que vraiment les parties les mieux écrites, mais sinon c'est catastrophique. Et comme tu le disais, Claire Denis a vraiment écrit les dialogues à 2 secondes avant de les donner aux acteurs pour tourner. Je pense que le film aurait gagné si on n'avait pas eu les dialogues et si on avait gardé justement cette ambiance de voix off tout au long que nous avions dans Solaris. Parce que dans Solaris, il n'y a pas énormément de dialogue, et cette voix off qui nous accompagne et qui est magnifiquement interprétée. En tout cas, le film, je crois qu'il se joue toujours au Royal. Oui, dernière semaine, donc dépêchez-vous. Donc, j'ai envie de dire à Julia de te précipiter pour le voir, parce que je suis sûre que le film aura une ambiance qui va te plaire, vraiment. Chers amis, vous aussi, allez le voir, allez vous faire votre propre avis. Si vous êtes dans la team de Jade ou dans la team de Maxime, ça sera à vous de décider. J'ai le micro, comme dirait Luc, je le garde. Donc mardi soir, pour ma plus grande joie, je suis allée voir Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. Donc nous nous retrouvons en 1927, quelques mois après la capture du célèbre sorcier Gilbert Grindelwald, qui s'échappe comme il l'avait promis, et de façon assez spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine de l'attaque d'humains normaux par des sorciers, et seul celui qu'il considérait autrefois comme son ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Quel plaisir j'ai éprouvé à retrouver, on va dire, l'univers de J.K. Rowling. Alors, pour petit rappel, le réalisateur, donc, c'est David Yates. Yates, c'est ça, oui. Julia Yates. Oh oui. Voilà, qui connaît très très bien l'univers de Harry Potter et des Animaux Fantastiques, puisqu'il avait réalisé L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sang Mêlé, Les Reliques de la Mort, première et deuxième partie, et le premier opus des Animaux Fantastiques. Donc au scénario, nous retrouvons toujours Madame J.K. Rowling, donc l'écrivain. Et donc pour ce deuxième volet, beaucoup de lieux et de références à la saga Potter, donc franchement, ça fait vraiment du bien. L'histoire est plus sombre, elle est plus profonde, mais j'ai envie de dire c'est normal après la présentation des personnages lors du premier volet. Dans celui-là, on ne perd plus de temps, on est carrément plongé, on va dire, dans l'histoire et dans le vif du sujet. Il est truffé d'effets numériques absolument sublime, car nous allons rencontrer des nouveaux animaux
encore plus extraordinaire que dans le premier opus. Alors là, j'ai envie de faire un gros big up à mon meilleur ami Johan. Va le voir, il y a des chats dans cet opus-là qui vont beaucoup te plaire. Visuellement, ce film, c'est une totale réussite. Le casting est très bon, c'est une très très bonne suite. Et j'ai envie de dire, on a enfin un Johnny Depp sans ces grimaces qu'il nous a fait pendant des années et des années dans la saga des Pirates des Caraïbes. Là, il interprète Grindelwald, donc évidemment le méchant. Et il l'interprète plutôt sobrement. Et pour la petite histoire, lorsque l'interprète principal du film, Eddie l'acteur principal du film est venu dans une émission française. Il a raconté comment s'est déroulée une scène où en fait Grindelwald va être au milieu d'une grande salle, d'un grand amphithéâtre où il va alpaguer ses partisans et tout ça. Et en fait, il paraît que ça soit les acteurs, que ça soit les gens de la technique, ils ont tous pris une leçon de cinéma. Parce que en dehors de ces pitreries grotesques dans les derniers épisodes de la saga des Pirates des Caraïbes, il faut pas oublier que pour moi, c'est un très grand acteur. Donc voilà. Donc je vais pas vous dire de courir le voir parce qu'il est évident qu'il va faire des chiffres absolument extraordinaires parce qu'il est plutôt ça fait partie de l'univers d'Harry Potter. Mais en tout cas, allez le voir, ça fait plaisir. Est-ce que quelqu'un dans le studio l'a vu ? Non. Voilà. Maxime, tu l'as vu ? Non. Je te dis juste coucou, tu peux passer au suivant, c'est bon. Tu es vraiment désagréable jusqu'au bout. Non, mais Maxime. ça donne envie d'aller le voir parce que je t'avoue, le dernier qui était sorti, du coup, Les Animaux Fantastiques, le tout premier court, opus, ouais. j'étais super déçue, je l'avais Oui, trouvé mauvais. Et alors, l'arrivée de Johnny Depp à la fin, c'était encore plus ridicule. Mais du coup, tu m'as donné envie d'aller le voir. Oui, parce que pour pour les toi, vacances, Harry Potter, pour Noël. c'est autre chose. Pour moi, Harry Potter, c'est sacré. Et là, du coup, il y avait une ouverture sur un nouveau monde. Et je suis pas rentrée dedans. Mais bon, pourquoi pas. Très bien. Eh ben, nous venons de terminer. Heureux comme Lazaro, Max. Donc, Heureux comme Lazaro. Donc, c'est le 3e long métrage de l'italienne Alice Rohrwacher. J'espère que je le prononce bien. On va appeler l'amie Alice. Voilà, c'est le gimmick dans l'émission. Voilà. Et en fait, s'était déjà fait remarquer à Cannes, il y a, je crois, 4-5 ans de ça, avec son précédent métrage, Les Merveilles, qui avait remporté le Grand Prix du jury. Alors, attention. Les Merveilles, c'est un peu comme en fait Benicio à Cannes cette année. Il y a eu un problème de décalage horaire avec Jane Campion, donc en fait il y a eu un souci et au final bon, elle a dû passer à côté ou alors elle s'est réveillée en milieu de séance. Il y a eu quelque chose, je sais pas. Je sais pas, moi Les Merveilles, ça m'a pas émerveillé, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà, parce qu'il a eu le Grand Prix alors que Mommy est prix du jury. Enfin bref, c'est une vieille blessure là qui ne se refermera jamais. Mais bon, tout ça pour dire que oui, que Alice Rohrwacher divise. Mais elle a l'avantage que c'est une artiste qui a un univers qui est propre à elle, c'est-à-dire qu'elle a des thématiques de prédilection comme la religion, la nature, l'injustice, la vie paysanne et surtout, elle adore critiquer la situation politico-sociale de l'Italie. Et on retrouve un peu toutes ces thématiques dans Heureux comme Lazaro. Donc le Lazaro du titre, c'est un jeune paysan, servile et très bené. On va dire que l'expression trop bon, trop bête, voilà. C'est pas ça l'expression. Oui, mais comme j'ai dit une grossièreté, je me garde. Lui va comme un. Bon, bref, l'expression trop bon, trop con, lui va comme un gant. Bip. Et ses compagnons d'infortune l'ont bien compris, car dans le domaine agricole qui est dirigé de fer par la marquise Alfonsina de Luna, il est souvent pris comme tête de turc et de ce fait, il est mis à l'écart de ses congénères et l'arrivée du fils de la notable dans ce microcosme d'un autre temps va un peu changer la donne, car on va dire que les 30-40 premières minutes du film, on a vraiment l'impression de voir une relecture de L'Arbre au sabot version Pagnol, c'est-à-dire un film qui a une charge politique assez forte justement sur le monde paysan et sur le monde paysan et ses mutations.
voilà, avec quand même on va dire des passages vraiment très beaux, très éclairés. Et petit à petit, en fait, avec l'ami Alice va utiliser en fait la rencontre de ces deux personnages, du fils de la notable et de Lazaro, pour emmener petit à petit le spectateur vers le conte fantastique. Et c'est intelligemment fait, car la bascule va se faire sur un double twist que j'ai trouvé plutôt brillant. Et on va dire qu'à partir de ce moment-là, le film a trouvé un équilibre, je dirais une justesse, entre d'un côté une critique sociale et politique de l'Italie des années 2010 et d'un autre côté le récit quasi christique d'un jeune martyr qui va essayer de combattre les injustices du monde qui l'entoure. Et le film est assez beau et même très bien écrit, notamment les personnages. Le personnage de Lazaro, qui est justement, on va dire, très bené, très énervant au début, va petit à petit s'affiner pour devenir un personnage extrêmement attachant. Et même, je trouve que le discours évite certains poncifs redondants, justement. Et même, j'ai eu l'impression que le mélange des genres était très bien dosé. Voilà, et c'est du coup, après le film a quand même quelques maladresses, je dirais, au niveau de son écriture, des tout petites, c'est-à-dire que je trouve que il y a certaines grosses ficelles et que certaines symboliques religieuses sont un peu mal amenées, mais malgré tout ça, on comprend pourquoi le jury de Cate Blanchett l'a récompensé du prix du scénario. Et je dirais, pour un peu partir sur la forme, que Alice Rohrscheider a un parti pris très, on va dire très spécial, parce qu'elle a tourné en Super 16, donc c'est-à-dire dans un format d'image plus que carré, et avec une photographie avec un grain assez marqué et prononcé qui donne une image assez sale et pas très photogénique. Mais ce qui est beau, c'est que dans sa mise en scène, dans sa façon justement de cadrer ces interprètes qui sont tous excellents, et aussi l'action, il y a une certaine poésie qui se dégage de ces images. Et en tout cas, cette sensation de poésie m'a énormément touché et est restée après le visionnage à Cannes. Et pour moi, je trouve que Lazaro est un très bon film. Il passe en ce moment au Royal et il passera, je pense, après dans d'autres salles, voilà, du département du Var, notamment les petits écrans. D'accord. Donc, pour résumer, tu l'avais vu à Cannes, le film ? Oui. Et tu es retourné le voir hier au lieu de voir un nouveau film ? Non, je suis pas allé le voir à Cannes. Je l'ai vu à Cannes, mais il m'est quand même resté encore. Il me reste quand même en tête des mois après, ce qui est forcément un très bon signe. D'accord. Julia, tu as eu l'occasion d'aller le voir ? Non. D'accord, ok. Bon, en tout cas, tu le défends bien. Ça donne envie d'aller le voir. Donc, comme tu l'as dit, il est sorti... mercredi, et il est au Royal là en ce moment, et il sera aux petits écrans durant le mois de décembre. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, allez voir le film, faites-vous votre petite idée, voilà. Donc, chers amis, je vais vous parler d'un film qui est sorti hier, Millennium, ce qui ne tue pas. Donc, nous retrouvons notre héroïne préférée, Lisbeth Salander. Donc, Franz Balder, éminent chercheur suédois en intelligence artificielle, fait appel à Lisbeth afin de récupérer un logiciel qu'il a créé permettant de prendre le contrôle d'armes nucléaires. Mais la NASA ainsi qu'un groupe de terroristes mené par John Holster sont également sur la piste du logiciel. Traquée, Lisbeth va faire appel à son ami, le journaliste Michael Bip, qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. Alors... Comment vous dire ce que j'ai ressenti pour ce film ? Le film, il a des qualités, mais il a aussi un bon nombre de défauts. Dans un premier temps, dans les livres, parce qu'on va se référer, parce que c'est quand même tiré d'une saga de bouquins, dans les livres, Lisbeth n'a pas de sœur, mais elle a un demi-frère. Or, dans cet épisode-là, surprise, nous avons une sœur. Lisbeth a eu sa mère jusqu'à l'âge adulte, et là, dans cet opus-là, il n'y a qu'un père qui l'élève, il n'y a pas de maman. Je pourrais en fait continuer à parler des incohérences par rapport au livre, mais il y a aussi les incohérences de certaines scènes où, et oui Maxime, même quand je vais voir des films, je pense à toi, où j'ai failli rire, ce qui aurait été quand même assez malvenu, et donc du scénario légèrement bancal à mon goût. J'ai quand même l'impression qu'on essaie de nous vendre depuis quelque temps, je l'ai déjà dit lors de précédentes chroniques, du girl power à tout va. Alors,
Pour les garçons, nous avons un James Bond, un Ethan Hunt, un Jason Bourne. Et les filles, nous, on a Lisbeth Salander. Donc, c'est une survivor. Rien ne l'arrête. Elle se prend des coups assez monstrueux. Et ça l'arrête pas. Au contraire, ça la rend plus forte. Le scénario, comme je l'ai dit, il est assez bancal. Il y a des grosses incohérences. Est-ce qu'on avait besoin de refaire un épisode ? Je vous pose la question, chers amis. Je ne pense pas que ça soit utile. Autre problème, Naomi Rapace a été remplacée par Claire Foy. Alors, je sais que c'est une actrice qui a le vent en poupe, puisque donc elle est à la tête de la série The Crown, qui est en ce moment en diffusion ou en préparation de la saison 3, me semble-t-il. On l'a eu dans First Man, on l'a vu cet été dans Paranoia, et là on l'a dans Millennium. C'était culotté de la remplacer parce que du coup, c'est vrai que pour elle, Claire Foy, ça va lui casser un petit peu son image. Ça va montrer une nouvelle palette de son jeu d'actrice et je trouve ça plutôt intéressant. Après, lui donner le rôle de Lisbeth Salander, c'est quand même difficile de passer derrière une actrice comme, attention à mon sens, Naomi Rapace, qui avait quand même une certaine aura, qui dégageait quand même quelque chose de très très fort. C'était pas Rooney Mara la dernière ? Non. Qui faisait Lisbeth ? Non, Maxime ? Si, la version Teacher, c'est Rooney Mara et avant, c'était Naomi Rapace. C'était Naomi Rapace. Voilà, elle était très bien, elle aussi. Ouais. Voilà, c'était très très bien. Là, je trouve que même si Claire Foy est très bien, face à ces deux figures-là, ça n'enlève en rien à sa qualité de jeu. Attention, je l'aime bien, mais je trouve que c'est un peu fade face à ces précédents actrices qui ont tenu le rôle. Après, qu'on le veuille ou non, je ne pense pas que cet opus-là soit d'une grande qualité. Il y a des incohérences assez monstrueuses. Il n'y a pas de gros spoilers à la fin. Il n'y a pas de turnover. Il n'y a rien de surprenant. C'est un film d'action. Moi, ce qui me pose problème, et je l'ai déjà dit lors d'autres films, c'est qu'on lui donne le nom de Millennium. On aurait donné un autre nom, la fille avec le dragon dans le dos ou celle avec les araignées. Ça aurait été, je pense, beaucoup plus fort puisqu'on n'aurait pas eu ces références-là aux précédents épisodes. Donc c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que c'est difficile de changer, on va dire, d'acteur ou d'actrice dans une saga. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu t'en fous? Ça dépend si c'est intelligemment fait. Après, le problème, c'est les James Bond, regarde, à chaque fois, c'est intelligemment fait. Ils prennent tout le temps des super acteurs. Après, c'est compliqué, je dirais, de partir, parce que je crois que c'est pas une histoire qui est reliée à un livre, je crois, il me semble. C'est une histoire totalement originale. C'est compliqué de faire ça. Après, à voir, je pense. Va voir, mais comme c'est Freddy Alvarez qui le réalise et que le monsieur il fait que des mises en scène putassières, je n'irai pas le voir dessus. Donc voilà. Voilà, mais comme je te le disais, comme en plus il n'y a pas de référence à ce genre de choses, mais que j'ai l'impression qu'il nous faut réellement un rôle de femme forte. Donc ils nous sont allés nous chercher ce personnage-là. Après, comme tu l'as si gentiment dit. Tu n'iras pas le voir. Après, il faut quand même laisser aux gens le choix de. Oui, mais bien sûr. Le choix d'aller le voir. Je pense que ça peut être une sortie sympa avec un pot de popcorn. Oui, je sais, il faut pas manger au cinéma, mais bon, de temps en temps, ça soulage et ça fait du bien. Bonjour les oreilles, je sais. Donc, nous venons de laisser, excusez-moi, Lisbeth, et on va retrouver un autre univers diamétralement opposé, Julia. Oui, complètement. Alors, je te laisse la transition, parce que je sais que Luc, en général, il est friand de ce genre de choses. Moi, j'ai une transition, mais je vais me la retenir. Non, tu ne dis rien. Voilà. Julia. Ouais. Bon, allez, on y va. Vas-y. Non, je vais vous parler des chatouilles. Enfin, le titre, c'est très exactement Les chatouilles ou la danse de la colère, qui est un premier film, celui d'Andrea Bescon et de Éric Métaillé. Un film français, donc. Andrea Bescon s'est inspirée de son histoire personnelle et elle est aussi l'actrice principale de son film. Alors, c'est l'histoire de Odette, qui est une petite fille qui a 9-10 ans, qui s'appelle Odette, justement, comme le cygne blanc dans le lac des cygnes. Et ça tombe bien puisqu'elle veut devenir danseuse classique. Mais le cygne blanc dans le lac des cygnes, c'est aussi celui qui souffre et qui meurt. Alors il y a une vraie prédestination à ce nom, entre la danse mais aussi la souffrance.
puisqu'en fait, la petite Odette, un ami de ses parents, va lui proposer un jour de jouer aux chatouilles, qui est une terrible métaphore pour l'agresser sexuellement et la violer. Ça se passera pendant plusieurs mois dans sa vie de petite fille, sans que ses parents s'en aperçoivent. Alors le film, c'est l'histoire de cette petite fille devenue grande fille, qui est pleine d'énergie et de colère dont elle déborde d'ailleurs et qu'elle ne sait pas trop comment gérer parfois. Alors autant vous dire que je connaissais juste le thème et j'avais pas forcément très envie d'aller le voir au début parce que c'est des sujets qui sont pas faciles, on n'a pas vraiment envie d'aller voir ça au cinéma pour se détendre, bon voilà. Et pourtant, alors malgré le propos qui est dur, c'est vraiment un propos nécessaire de savoir comment s'en sortir et par où passer et ce cheminement qu'elle prend et qu'on va prendre avec elle, Odette, c'est très intéressant puisqu'en fait on va suivre sa psychanalyse et on va rentrer dans ses souvenirs et on va la voir se débattre avec son passé et avec sa vie présente. Alors c'est un film qui est très fort mais qui est aussi très inventif dans sa forme. Il y a plein d'idées dont celle d'aller dans ses souvenirs et c'est aussi plein de tendresse malgré toute la douleur qu'il véhicule aussi. Alors initialement, c'est intéressant de le savoir, c'est une pièce de théâtre que Andrea Bescon, du coup, avait mis en scène. Elle avait eu un grand succès, cette pièce, qui s'appelait aussi Les Chatouilles. Cette pièce avait notamment un Molière. Les Molières, c'est l'équivalent des Césars pour le théâtre. Et du coup, cette réalisatrice, elle est aussi comédienne, elle est danseuse, elle a de multiples facettes et elle est extrêmement créative. Et c'est ce qui ressort de son film, c'est plein de créativité. Et elle va essayer d'exorciser en fait ce qui lui est arrivé et l'exprimer, le faire sortir d'elle. Et vraiment, c'est très touchant. Alors c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est un film nécessaire. Il invoque une certaine prise de conscience qui est celle du fléau de la pédophilie. Mais c'est aussi surtout un beau film qui est bienveillant et qui vient de très loin et on sent, c'est le mieux, enfin le plus intéressant dans le film, c'est qu'on sent qu'il vient des entrailles de sa réalisatrice. C'est ça qui le rend encore plus touchant. Alors je vous invite à aller le voir malgré le thème qui est pas évident, il faut vraiment aller le voir, c'est un beau film. D'accord. Je sais que Maxime, tu avais vu la pièce de théâtre, oui, toi. À Avignon, je crois que c'était en 2014 ou en 2015. Et oui, j'avais beaucoup d'attentes, donc j'ai vu le film hier soir, j'avais énormément d'attentes vis-à-vis à ce film, justement parce que les adaptations, on va dire, de pièces de théâtre au cinéma, ça casse plus que ça passe, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est une inventivité qui est formidable et j'ai eu l'impression, justement parce qu'elle rajoute des personnages, notamment le personnage du père qui est pas aussi présent justement dans la pièce, j'ai eu l'impression de redécouvrir la pièce et surtout de revivre le grand 8 émotionnel que j'avais vécu justement dans une petite salle d'Avignon en 2014 ou en 2015, parce que le film, oui, c'est un sujet qui est pas difficile, mais c'est un film où on rit, où on pleure, où on est en colère et où on passe vraiment par tous les états par lequel passe l'actrice. Et il y a vraiment une vraie communion. Et surtout, ce film est d'une inventivité, que ce soit dans la mise en scène et surtout dans le montage, parce que c'est pas évident justement de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, réussir à négocier plusieurs temporalités, superposer plusieurs temporalités. Et pour moi, je vais même dire un truc, c'est que c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Vraiment, je l'attendais au tournant et je suis encore plus bouleversé et je pense qu'il finira dans le top 5, dans mon top 5 de l'année. C'est le meilleur film français de l'année. Il faut aller le voir parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est vraiment un grand 8 émotionnel et un film nécessaire. Et comme a dit Julia, un film nécessaire aussi. Donc il faut absolument aller le voir. Après, c'est un des films français de l'année. On en sort bouleversé, mais pas d'une mauvaise manière. On n'en sort pas en larmes. Je trouve qu'on vraiment on en sort avec les yeux. On a ouvert les yeux sur quelque chose. Et puis le film, il y a une énergie dans le film, une rage qu'elle communique et qu'on ressent. Et même voilà, pour ceux qui ont vu la pièce, moi j'ai ressenti la même rage et ça m'a ému, ça m'a bouleversé. Et c'est pour ça que j'aime vraiment ce film d'amour. Et j'espère que vraiment qu'il remportera un franc succès, qu'aussi il sera récompensé par plusieurs Césars parce qu'il le mérite vraiment. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que l'émotion que vous dégagez en parlant de ce film, on en a parlé 30 secondes avant l'émission avec Julia. J'avais très envie de le voir et j'ai fait le choix de ne pas aller le voir. Parce que justement, comme tu l'as si bien dit Julia, le thème
qu'il traite. C'est un thème dur et âpre, quand même. Mais bon, c'est beau. En tout cas, voilà. Merci à tous les deux. Vous m'avez donné envie d'aller le voir et je trouve que c'est plutôt bien. Ah là là, le prochain film, ça va être compliqué. J'ai essayé de le mettre le plus loin possible du début, mais il va falloir à un moment donné le traiter. Suspiria, évidemment les amis. Donc de Luca Guadagnino. Voilà. Attends, je m'échauffe. Voilà, tu t'échauffes. Ah, cela dit, il est italien, Bon, bref. Voilà, bon, bref. Je vais essayer de vous lire, on va dire, le synopsis. Donc, Suzy Bagnon, jeune danseuse américaine, débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de la danseuse Elena Marcos. Mais Suzy commence à faire de terrifiantes découvertes sur la compagnie et celle qui la dirige. Alors, je vais être honnête avec vous, chers auditeurs, chers amis. Je suis allée le voir hier soir à 18h. Et j'ai encore du mal à retranscrire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti pendant ces 2h30 de film. On m'avait prédit un choc à la hauteur de Mother, que j'avais adoré, on est bien d'accord, qui est un film absolument génial. Et c'est pas faux. Le film ne m'a pas déplu, vraiment. Loin de là, le film est bouleversant. Je peux pas rentrer plus dans les détails, parce que sinon j'aurais vraiment peur de vous dire des choses qui vous induisent en erreur, parce que je pense que le film est vraiment propre à chaque personne. Mais je vais vous donner des petits mots comme ça qui me viennent à la volée entre réalité imaginaire, force démoniaque, beaucoup d'intrigues. Ça m'a beaucoup plu, sans pour autant avoir les réponses. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien dans le paysage cinématographique. C'est qu'en général, quand on va voir un film, on vous pose des questions et on vous donne la réponse qui va suivre à ces bêtes et bêta. Là, j'ai envie de vous dire que ça va être suivant la sensibilité de chaque personne, comme l'avait fait Mother, comme l'avait fait The Black Swan. Parce que pour moi, le film est l'égal de ces films-là. J'ai lu que c'était un film d'horreur. Franchement, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé ça plutôt soft. Je te vois trépigner sur ta chaise. J'ai un souvenir dans une salle avec des glaces, notamment une contorsion qui m'a bien choqué, quand même bien remué. Ah bon, d'accord. Oui. Ah non, alors je sais pas si voilà, je n'ai pas trouvé le truc horrifique dans le terme l'exorciste, un truc un peu plus basique et tout ça. Mais en tout cas, le film dérange. Le film est habité par une aura, un esprit vraiment extraordinaire, j'ai envie de dire. Plus en y repensant et en parlant aujourd'hui avec certains de mes camarades, j'ai envie de vous dire que j'ai aimé le film. J'ai adoré le film, mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Le film m'a parlé, j'ai trouvé un petit peu cet espace un peu onirique, ça m'a parlé. Un mot sur son actrice. Alors, en l'espace de 15 jours, j'ai vu 2 films avec Madame Dakota Johnson. Autant vous dire que je l'aime pas, cette actrice qui avait joué dans 50 nuances de cochonnerie. Donc, pour moi, elle a l'équivalent d'un saut. Je dirais pas de quoi, mais d'un saut. Voilà, comme ça, c'est assez bien schématisé. Et là, elle m'a bluffé, la madame. Je l'ai trouvée criante de vérité, criante d'émotion, habitée par une force, je ne dirais pas laquelle, mais c'est puissant, c'est sauvage, j'ai envie de dire, c'est sublime. Et alors, est-ce que je vais vous parler de Tilda Swinton, qui est absolument extraordinaire, qui est habité. Voilà, je peux pas vous en dire plus sur ce film. Je l'ai adoré, je l'ai encore intériorisé. Je pense que je pourrais mieux vous en parler d'ici 6 mois, 8 mois. Mais voilà, le film, je l'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi. Oui, vas-y, Maxime, parle. Ce que tu as oublié de dire, c'est que c'est déjà un remake d'un classique de l'horreur des années 70 qui est... mais alors j'ai fait exprès de pas en parler parce qu'à première vue, il n'y a pas beaucoup de concordance avec l'original. Je vais y venir. C'est que
Luca Guadagnino, c'est que l'ami Lucas, parce que je vais pas écorcher son nom, je l'ai déjà suffisamment écorché dans cette émission. En fait, L'ami est Lucas. un immense On est fan amis avec du beaucoup de gens. film d'Argento et surtout, il a réussi en fait à se le réapproprier en l'ancrant dans un contexte historique et c'est ce qui manquait, je pense, et qui donne une nouvelle relecture au film. Et c'est ça, et ancrer justement l'horreur dans un contexte aussi fort que justement le mur de Berlin. Mur de Berlin, l'après-seconde guerre Voilà, mondiale, c'est il y a ça, pas le mal de rideau choses, de la fer. bande à Bader, il y a énormément de choses pour le mettre dans l'histoire. Voilà, en fait, ça décuple. Pour moi, alors, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir en première mondiale à Venise. Vas-y, tu te la pètes. Ça a décuplé en fait la sensation d'horreur qui avait autour. Après, le problème que je reproche au film, c'est que justement, c'est un peu le revers de la médaille, c'est que pour moi, le film traite de beaucoup trop de choses et c'est vrai que moi j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus les réponses par-ci par-là et j'aurais peut-être aimé, on va dire, que le film soit, que la scène finale, la dernière, les derniers moments non, stop, soit, on coupe. on va dire, un peu moins grossière. Mais sinon, Alors, je trouve que c'est un film très intéressant. Je et vais, qu'il faut aller le voir. je vais te faire une réponse. Tu voulais plus de réponses, c'est parce que tu as l'habitude d'être très linéaire, très cher Maxime. Oh. Non, je trouve que justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, on ne prend pas le spectateur pour un abruti fini et on va vraiment lui donner... Non, mais il faut dire les choses. Quand les gens vont voir Aladdin 2, excuse-moi, on peut pas dire autre chose. Aladdin 2. Aladdin 2, excusez-moi. Ouh, j'ai écorché le titre de ce merveilleux film. Mais là, ce qui est très très bien, c'est que comme je le disais, c'est nous qui allons être vraiment les détenteurs de ce que c'est le film et de comment on va le ressentir. J'espère qu'on vous aura pas trop spoilé le film. En tout cas, je vous invite vraiment à aller le voir et de vous faire une idée parce que le film... Julia, vas-y, je te sens trépigner. Non, je sais pas en fait parce qu'en fait l'ami Lucas, c'était le réalisateur de Call Me by Your Name. Yes. Et alors du coup j'ai pas vu Suspiria, mais je suis quand même curieuse de voir parce que vous parlez d'horreur, de choses tellement intrigantes, alors que Call Me by Your Name c'était la douceur, la beauté. Le calme à l'écran. Alors du coup, je sais pas du coup. Pour faire, je vais prendre 30 mais secondes. ça donne envie pour faire le pont avec. C'est le grand écart, quoi. C'est le grand écart, mais avec Call Me by Your Name, c'est vrai qu'on avait une certaine paix visuelle, mais je pense que la guerre à l'intérieur des corps était et de l'esprit était quand même assez présente. Là, dans ce film-là, c'est je vais pas te dire ça. C'est quand même un ressenti émotionnel très fort, très puissant, et c'est une expérience cinématographique. Et surtout dire que si vous voulez voir des scènes de danse sublimes et qui va vraiment vous prendre aux tripes, il faut aller voir ce film. Alors du coup, est-ce que ça vaut Black Swan? Parce que ça me paraît quand même être la trame de Black Swan. C'est autre chose. C'est totalement autre chose. Après, l'esprit est là de Black Swan avec, on va dire, comme tu en as fait tout à l'heure, le signe blanc, le signe noir. Là, franchement, c'est une danse inspirée et ressentie, mais à son paroxysme. Je n'en dirai pas plus. Et il passe au Pâté Lavalette, on a oublié de le dire. Voilà, excusez-moi, il passe le soir au Pâté Lavalette et le film est interdit aux moins de 16 ans. Ah, quand même. Ah ouais, quand même. Je garde le micro parce que mes petits camarades de jeu ont fait la grève du cinéma puisqu'ils ont fait qu'un film. Donc ils m'ont laissé la dure tâche d'aller au cinéma toute seule comme une grande. Quoique pour le prochain film, je me suis fait accompagner par un spécialiste du genre. Donc je vais vous parler de Kursk de Thomas Wittenberg. Donc le Kursk, comme tout le monde le sait, va relater le naufrage du sous-marin nucléaire russe, le K-141 Kursk, survenu en mer de Barents le 12 août 2000, tandis qu'à bord du navire endommagé, 23 marins se débattent pour survivre. Au sol, leur famille lutte désespérément contre le blocage bureaucratique qui ne cesse de compromettre les espoirs de les sauver. Alors, ce film, d'abord le réalisateur. Pour moi, c'est deux films importants. Loin de la foule déchaînée, qui est pour moi un film absolument magistral. Merci Julia de me soutenir. Et un film qui avait été présenté à Cannes avec mon chouchou d'amour, Mads Mikkelsen, La Chasse.
Et t'oublies l'un des plus grands films du dogme, du mouvement qui a initié Lars von Trier et qui a eu prix du jury, qui s'appelle Festen et qui est incroyable. Oui, mais pour moi, non. C'est son chef-d'œuvre. Oui, mais pour moi, non. C'est son chef-d'œuvre. Ah, c'est le même. Oui, c'est le même. Donc il a quand même une sacrément belle filmographie, le monsieur. Le film, tu me dis si je me trompe, Maxime, mais il me semble que c'est un film de commande. Oui. Donc c'est vrai qu'il n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Disons que le réalisateur s'est barré et donc Matthias Schoenaerts a décidé justement, comme il avait adoré travailler avec Wittenberg sur Loin de la foule déchaînée, il lui a envoyé le scénario. Et il a dit oui. D'accord. Donc moi voilà, ce film, donc j'ai été accompagnée avec un ancien sous-marinier voir le film. Le film a des points positifs et des points négatifs. C'est-à-dire que personne ne sait ce qui s'est passé dans le sous-marin. Il faut quand même le dire. Donc pendant 9 jours, nous avons une vingtaine d'hommes qui se sont battus pour survivre au fond de la mer, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Or, dans le film, on se permet de mettre une caméra dans le sous-marin et de leur faire des choses assez incroyables, totalement impossibles, on est bien d'accord, parce que lorsque on ouvre une écoutille pour aller chercher une boîte de piles un peu plus loin dans le sous-marin et que lorsqu'on ouvre l'écoutille, il y a des millions de litres d'eau qui vous arrivent sur la tête. Même si nous sommes 4 gros bras, il est impossible de refermer l'écoutille. On est bien d'accord ? Voilà. Autre fait marquant, lorsque nous avons une entrée d'eau dans un sous-marin à plus de moins 100 mètres, boucher l'entrée d'eau avec un pull et un t-shirt, c'est encore moins plausible. Non, mais il faut le dire, c'est moins plausible. Après, quand notre... Non mais faut le dire, quand notre ami Mathias décide de jouer à Jacques Mayol à l'eau à 8 degrés et en sauvant son copain de fortune pour aller chercher la boîte de piles, c'est compliqué. Oh mais c'est Mathias. Oui bon, mais même donc si du Mathias... coup tu n'as pas aimé le film? Non, alors... Ce que j'ai aimé, en fait, c'est toute la partie qui se passe au-dessus. C'est de voir tous les problèmes bureaucratiques que la famille a eu, que les dirigeants européens ont eu pour pouvoir sauver ces hommes. Donc, et les incohérences. Cette incohérence, parce que la Russie est un grand pays, la Russie n'a pas voulu, on va dire, perdre la face, parce qu'en fait, c'est ça le fond du problème, c'est que la Russie a refusé de perdre la face pendant 9 jours et demander de l'aide à des partenaires ou à des gens de l'Europe, des États-Unis, pour aller les sauver, parce que ils ont, on va dire, une manière de gérer leur stock et de gérer, on va dire, leur matériel assez incroyable. Donc, ça m'a mise en colère parce que on aurait pu vous sauver ces personnes et on n'a pas pu. Après, il y a d'autres incohérences qui ont fait beaucoup rire cette personne, donc le sous-marinier qui m'a accompagné, mais dans l'ensemble, le film est plutôt bon malgré ces incohérences. C'est vrai que moi, personnellement, moi qui aime bien les films qui sont un petit peu plus raccords avec l'histoire, j'aurais préféré un peu moins de scènes dans le sous-marin, mais en dehors pour justement nous montrer un petit peu plus de ficelles que les Russes ont refusé de... Pourquoi les Russes ont refusé de l'aide et ce genre de choses. Mais ça, ce n'est propre qu'à moi. C'est un film un peu politique, du coup, non ? Ça, disons que ça montre un petit peu l'incohérence et puis les problèmes russes. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Après, c'est un très bon divertissement, en sachant qu'il y a quand même une grosse note de véracité dans les propos. Donc c'est quand même, de mon point de vue, intéressant. Maxime, tu voulais rebondir ? Non. Oh bah si, t'as levé le doigt pendant toute ma chronique, tu plaisantes ou quoi ? C'était juste avertir, je pense que tu spoil un chouïa trop, mais c'est... Après, je peux pas spoiler, il suffit de taper Kursk sur Wikipédia et vous avez l'histoire. Si en 2000, vous étiez à peu près jeune et disponible, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Il nous restait un film à chroniquer. J'aurai le bonheur de vous dire ce que j'en pense sur notre page Facebook, comme je l'ai fait ce week-end pour un merveilleux film. D'ici là, je vais vous laisser dans les mains expertes de Monsieur Foundation. Nous sommes toujours sur Radioactive 100 FM. Rendez-vous la semaine prochaine pour 1 heure de cinéma. Et je vous dis bonsoir. Enfin, bonsoir et à bientôt sur l'antenne de Radioactive.